Non, mais vous avez cette crainte. Je pense que si on met en place vraiment des actions... Heureusement, quoi qu'il arrive, de plus en plus de Belges vont aller mal. Les hôpitaux risquent effectivement de se remplir comme jamais. Alors, qu'en est-il? Eh bien, nous le voyons à l'instant. Nos hôpitaux tiendront-ils? Combien de soignants seront contaminés? Faudra-t-il donner la priorité aux jeunes patients au détriment des plus âgés, comme cela se passe déjà en Italie et même en France? Ces questions graves, nous ne pensions jamais qu'elles auraient lieu d'être dans un pays aussi développé que le nôtre. Eh bien, si, malheureusement. Rebonjour Emmanuel André, porte-parole confédéral pour le Covid-19. Bonjour Pierre Van Damme, vous êtes épidémiologiste à l'Université d'Anvers, un des médecins les plus écoutés de Flandre aujourd'hui et désormais en Wallonie-Bruxelles. Nous irons par réseau social interposé vers Sylvie Van Iersel, infirmière au Chirec à Bruxelles. Bonjour Arnaud Franchini, vous êtes vous aussi par réseau social interposé et vous êtes patron d'une société d'ambulance. Vous êtes même tout à fait là et non pas par réseau social interposé. Bonjour David Claraval, vice-premier ministre fédéral pour le mouvement réformateur. Bonjour à vous. Audrey Lenens continue à relayer toutes vos questions et c'est vrai que nous allons aller tout de suite dans les différents hôpitaux du pays, le CHU de Liège ou encore Jolimont à la Louvière et Tubize. On va donc filer tout de suite sur le terrain avec Aurore Ancion, médecin urgentiste au CHU de Liège, une des places fortes en Wallonie contre le virus. Madame Ancion, vous êtes une de ces héroïnes qui nous protègent, une de celles qu'on applaudit tous les soirs à 20h. Les patients coronavirus commencent vraiment à affluer chez vous ou ça va encore? Le nombre de patients commence effectivement à se majorer, en tout cas avec des patients qui arrivent dans un état un peu plus critique que les jours précédents. Des patients qui viennent évidemment toujours en consultation, mais on voit que les patients qui se présentent sont un peu plus mal en point que les jours précédents. Certains médecins nous disent « nous avons peur d'être infectés ». Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que ça vous rend plus difficile l'idée d'aller travailler ou pas? Ça ne rend pas forcément l'idée plus difficile parce qu'on est pris dans un mouvement, dans une équipe. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on garde en tête. C'est pour ça qu'on se protège du mieux qu'on peut. Face à la pénurie de matériel, c'est parfois un petit peu compliqué. À l'heure actuelle, nous avons encore de quoi tenir un petit peu, mais nous espérons pouvoir être renfloués prochainement. À propos d'équipement, parlons des masques. La Belgique en a reçu 5 millions, mais le journal Le Soir a révélé cette nuit que ces masques ne sont pas des masques chirurgicaux, FFP2, et que donc c'est un problème. Votre réaction par rapport à cela? Ma réaction est de dire que c'est dommage. Je ne connais évidemment pas les démarches qui ont conduit au fait que ce ne sont pas les masques idéaux qui ont été commandés. Je pense que la situation est compliquée pour tout le monde, tant pour les soignants, pour la population, pour les politiques. J'ose juste espérer qu'on trouvera des solutions rapidement. M. Claraval va nous dire ce qu'il en est dans un instant, mais tout d'abord, encore une dernière question, Madame Ancion, avant de vous reprendre tout à l'heure. Plusieurs médecins urgentistes disent à ceux qui roulent sur nos routes: faites attention, ne roulez pas trop vite. C'est vrai qu'il y a peu de circulation, mais nous n'avons vraiment pas besoin d'un afflux de blessés dû à des accidents de la route. C'est aussi votre message? Effectivement, si on peut continuer à diminuer le nombre d'admissions standards à l'hôpital, c'est volontiers qu'on le fera pour garder les forces vives pour faire face au Covid. Néanmoins, chez nous, au CHU de Liège, et je pense que c'est le cas dans la plupart des hôpitaux, on a une filière spécifique pour le Covid et les urgences standards tournent effectivement toujours avec des équipes aguerries qui sont professionnelles et qui sont là pour prendre les patients en charge. Maintenant, s'il y a moyen d'être prudent, on sera content. Voilà, je vois chez vous en tout cas une grande sérénité. Vous êtes prête et déterminée, c'est très clair. Merci pour tout ce que vous faites. La question, effectivement, David Claraval, vice-premier ministre pour le mouvement réformateur, ces fameux masques, 5 millions, on était tous heureux et puis on apprend, c'est Le Soir qui nous le dit, qu'ils ne sont pas chirurgicaux. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce que des masques plus appropriés vont arriver? Donc j'ai téléphoné ce matin, il y a moins d'une heure encore, à Maggie de Bloch pour qu'elle puisse me faire le point vraiment de manière très précise sur la situation. Il y a donc deux sortes de masques, les masques chirurgicaux, et là je vous confirme que 5 millions de masques chirurgicaux sont bien arrivés sur le territoire et sont pour le moment en train d'être distribués dans les hôpitaux à tous les niveaux nécessaires dans un ordre de priorité qui a été fixé par le Risk Management Group. Et donc là, on peut être rassuré, 5 autres millions de masques vont arriver très prochainement
prochainement. Et au niveau des masques chirurgicaux, normalement, il n'y aura pas de problème. Tout le monde va pouvoir en avoir dans les délais impartis. Alors, il y a une autre sorte de masque, ce sont les FFP2, qui sont utilisés. Mais alors là, on parle vraiment dans les hôpitaux pour les personnes qui sont en contact direct avec les malades. Oui. Et donc, C'est peut-être les plus importants. C'est peut-être les plus importants, mais reconnaissons qu'il en faut un peu moins que les masques chirurgicaux qui sont répandus à travers tous les corps de métier. Un policier qui fait la circulation n'a pas besoin d'un FFP2. C'est vraiment les chirurgiens, enfin les infirmiers. Et qu'en est-il par rapport à ces masques? 100 000 de ces masques sont là et sont également en train d'être distribués. Voilà, ça c'est une information importante, c'est nouveau. C'est Maggie de Bloch elle-même qui me l'a dit il y a moins d'une heure. Donc 100 000 sont là. Et donc il va y avoir également une répartition, mais là uniquement vers les hôpitaux, puisque c'est là qu'on en a besoin. Les hôpitaux avaient aussi un peu de stock, donc théoriquement, ça devrait pouvoir aller. 100 autres 1000 vont arriver par paquet, parfois des paquets dans les jours qui viennent, et seront également répartis pour les hôpitaux. Donc, selon Maggie de Bloch, et ça date d'il y a moins d'une heure, les masques seront là, à la fois pour les FFP2 et pour les masques chirurgicaux. Merci en tout cas de ces informations toutes fraîches. J'en viens à Stéphane Mercier. Monsieur Mercier, vous êtes l'administrateur délégué, autrement dit le patron, des hôpitaux de Jolimont, à la Louvière et Tubize. Rassuré par ce qu'il vient d'être dit par rapport aux masques? Alors, rassurer, c'est compliqué parce que ça fait maintenant quelques jours, pour ne pas dire plus, que nous entendons parler de ces masques pour manquer la plupart du temps de précision quant à leur contenu, et puis les images que nous visualisons et ce que nous recevons sont effectivement des masques chirurgicaux. Donc est-ce que cette fois-ci la nouvelle est fiable et est-ce que les masques que nous allons recevoir seront bien ceux-là? J'attire aussi l'attention sur le fait que les nombres dont on parle sont quand même des nombres qui sont assez restreints. Quelques milliers de masques par hôpital, ça ne nous permet pas de tenir très longtemps. Voilà, ben on verra cela. Maggie de Bloch sera d'ailleurs notre invitée en fin d'émission. On parle également d'un manque de respirateurs indispensable pour certains patients du coronavirus, puisqu'on le sait, un des symptômes, c'est véritablement d'avoir des problèmes pour respirer. Qu'en est-il chez vous et plus globalement en Wallonie, Bruxelles et en Flandre? Alors là aussi, on a une visibilité très partielle. Donc nous avons bien sûr les stocks qui existent à l'intérieur des hôpitaux, donc sont équipés de manière habituelle les services de réanimation, sont équipés aussi les salles de réveil, les blocs opératoires. Donc ça, c'est la partie supplémentaire de matériel auquel on pourra faire appel. Il y a un certain nombre de commandes de respirateurs qui sont en cours par toute une série de canaux, mais là aussi, tant qu'on ne les aura pas vus, ce sera plus compliqué. Ce que nous avons pu réaliser dans un de nos hôpitaux, c'est de remettre en fonctionnement des respirateurs qui n'étaient plus sous contrat de maintenance avec les firmes, mais que nos biotechniciens ont pu réanimer en quelque sorte, ou en tout cas remettre en état de fonctionnement tout à fait correct. Voilà, comme on le dit chaque dimanche, le système à la belge fonctionne aussi dans ce genre de cas et peut-être plus que jamais. Un statisticien de l'Université de Bruxelles, Kurt Barbet, disait jeudi dans la presse flamande que si la tendance à la hausse de patients se maintenait, nous aurions du mal. Vous avez peur, comme cette personne? Oui, alors ce qui est compliqué pour l'instant, parmi d'autres choses, c'est que le nombre de cas augmente et augmente encore dans une proportion qui est tout à fait supportable. Donc on sait tous qu'on va être un moment submergé par la vague, mais il est extrêmement difficile de la prévoir aujourd'hui. Fin de la semaine dernière, on nous parlait du week-end début de la semaine. Je pense qu'aujourd'hui, on est clairement sur le week-end prochain et pas avant ça. Merci, restez bien sûr avec nous. Emmanuel André, je le disais, porte-parole interfédéral pour le Covid-19. C'est vrai qu'on nous avait parlé d'une vague aujourd'hui. Heureusement, ce n'est pas le cas. La semaine prochaine, on risque toujours d'être submergé, comme le disait notre interlocuteur. Le risque reste présent. Maintenant, comment on évolue avec ce risque et comment chacun à son niveau se prépare à ce risque? Eh bien, tant on voit ici au niveau des hôpitaux, il y a des initiatives extrêmement bénéfiques d'essayer de mobiliser un maximum de ressources. Au niveau du gouvernement et de toute la logistique qui entoure le gouvernement, il y a énormément d'efforts pour essayer d'augmenter les capacités aussi. On sait qu'on est dans une situation où chacun doit se mobiliser à son niveau et cet effort, pour l'instant, nous permet de retarder ce moment. C'est une bonne nouvelle. Effectivement, on avait annoncé ce week-end. Maintenant, une chose assez étonnante, c'est que manifestement, proportionnellement, le nombre de morts en Wallonie est plus important. Il y a une explication à ça. Vous avez peut-être des chiffres d'ailleurs à nous proposer par rapport à cela?
Donc, nous suivons la situation dans chaque partie du pays. Il faut savoir que, pour l'instant, comme on sait qu'on est dans une logique de sous-dépistage, puisqu'on ne diagnostique que les patients les plus sévères, il y a aussi toute une série de biais par rapport à la mortalité. Donc, mais nous suivons de très très près ces indicateurs. Chaque décès est un décès en trop. Puisqu'on en est à combien maintenant au niveau du dépistage? Un peu plus de 2000. Certains disent c'est peut-être 40, 50 fois plus dans la réalité. Vous partagez ce diagnostic? Ce sont des médecins qui disent ça dans une lettre ouverte qui va paraître. Hein. C'est cela? On pourrait être à 100 000 aujourd'hui déjà en Belgique? Nous n'avons jamais caché que ce virus circule aujourd'hui largement dans la communauté. Et c'est pour ça que nous prenons aussi des mesures dans la communauté. Nous demandons à chacun de les respecter. Nous savons que les personnes qui sont les plus malades ne sont que le sommet de l'iceberg de cette circulation dans la communauté. Et donc, oui, il y a c'est une sous-évaluation. Nous savons que nous avons plus ou moins 2000 tests par jour qui sont réalisés pour le moment. Parmi ceux-ci, 25%, 30% sont positifs. Donc, il y a inévitablement beaucoup plus de virus qui circulent dans la communauté. Donc, ça pourrait être 100 000, effectivement. Enfin, le nombre de cas dépistés, pour être tout à fait précis, les chiffres qu'on vient de donner, c'est 3401 cas, 75 décès. Ça pourrait être 100 000 personnes, ce qui évidemment change la donne. Ça veut dire qu'il faut peut-être encore plus faire attention. C'est peut-être d'ailleurs un chiffre qu'on pourrait donner pour que les gens se rendent compte de l'importance des mesures. S'il y a 100 000 personnes, ce n'est pas 3401. Donc, on ne va pas spéculer aujourd'hui sur le nombre de personnes dans la communauté, mais on sait et on répète, et chacun se rend compte aujourd'hui que ce virus circule dans chaque commune. Et c'est plus effectivement que 3400. Un mot sur ces morts wallons. Hein. Vous êtes Pierre Van Damme, évidemment, à l'Université d'Anvers. Vous faites une enquête tous les mardis dont on reparlera tout à l'heure. Mais pourquoi plus en Wallonie? On a une explication, en tout cas proportionnellement, bien sûr. Parce que la population wallonne est peut-être en moins bonne santé. Quelle est votre analyse? Je pense que c'est une observation qu'on fait. C'est déjà depuis quelques jours qu'on remarque ça continue. Ce qui est important, c'est de connaître l'âge des cas. Pour voir, est-ce que c'est justement, il y a une explication démographique, est-ce que c'est une population qui est plus âgée, dont on sait que justement la mortalité est plus élevée dans cette population-là? A priori, ce n'est pas le cas, puisque les Wallons meurent, un Wallon meurt 3 ans plus tôt qu'un Flamand, une Wallonne meurt 2 ans plus tôt qu'une Flamande, voilà, je dis bien une Flamande meurt 2 ans plus tard qu'une Wallonne, on s'est compris, donc ça ne doit pas être cela. C'est-à-dire que ce sont des petits échantillons, donc c'est personne par personne, cas par cas qu'on doit voir cela. Est-ce qu'il y a beaucoup de comorbidité justement chez ces patients-là? Donc il faut vraiment analyser cela et faire la différence, par exemple, avec ceux qui décèdent en Flandre, ceux qui décèdent à Bruxelles, et voir si on peut justement essayer de prévenir ça d'une autre façon. Voilà. On ne sait donc pas encore exactement pourquoi, effectivement, il y a ce phénomène. Audrey, beaucoup de réactions, là aussi, sur nos réseaux sociaux. Beaucoup de réactions et des réactions souvent d'inquiétude de personnes qui se sentent un peu oubliées, parce qu'on parle beaucoup des masques dans les milieux hospitaliers, ce qu'on comprend évidemment. D'autres disent, voilà, je suis aide-soignante dans un home, c'est le cas de Fabienne, un home pour personnes âgées. On se sent oublié car nous aussi, on est quand même en première ligne, on n'a pas de protection pour protéger nos patients, mais aussi nous-mêmes. Et c'est le cas dans d'autres domaines aussi où les gens continuent à travailler avec des personnes. Brièvement là-dessus, M. Clarinval, des masques vont aller aussi dans ces secteurs-là? Oui, donc ici on parle des masques chirurgicaux, puisque les masques qui sont arrivés, donc plus de 5 millions sont arrivés aujourd'hui. Ils sont distribués par le biais des gouverneurs via les centres de secours, donc à travers toute la Belgique. Et il y a un ordre de priorité, mais là, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ces masques sont là. Ils vont arriver dans les maisons de repos par un ordre prioritaire qui a été déterminé par le Risk Management Group. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que les statistiques, c'est évidemment très important, mais ce qu'il faut avoir vraiment à l'esprit, c'est la capacité d'accueil de nos hôpitaux. Le but du gouvernement est vraiment de veiller à ne pas avoir un pic. Et là, les premières indications qu'on a ont l'air, mais une hirondelle ne fait pas le printemps, ont l'air de dire que les premières mesures qui ont été prises il y a plus d'une semaine, notamment la fermeture des maisons de repos, pourraient permettre en tout cas d'éviter que ce pic ne noie les hôpitaux. Et c'est ça le but de cette opération, c'est vraiment d'aplatir la courbe et d'éviter d'engorger les hôpitaux. Et donc, on va voir avec nos spécialistes s'ils confirment, hein, évidemment, merci de le dire, M. Clarinval. Vous confirmez qu'effectivement, la courbe donne de l'espoir? Moi, je lis par ailleurs, mais on lit beaucoup de choses dans les journaux très sérieux, notamment dans le journal de Standard, que notre nombre de morts, au contraire, en tout cas jusqu'à hier, était parallèle à celui d'Italie et que c'était inquiétant. Vous partagez plutôt l'avis de M. Clarinval, M. André, que c'est plutôt encourageant les chiffres des derniers jours? Donc, nous avons
Nous regardons ces chiffres également de façon très attentive, mais donner des tendances, qu'elles soient positives ou négatives d'un jour à l'autre, je pense que nous devons observer les choses sur plusieurs jours. Et donc, il faut attendre et continuer à respecter les règles, puisque nous savons que ces règles qui sont demandées vont fonctionner si elles sont appliquées. Très bien, et on parlera du renforcement éventuel des mesures dans un débat suivant. Je viens encore à vous, Monsieur Van Damme, avec cette comparaison européenne qui est quelque part rassurante. On voit que la Belgique a beaucoup de lits en soins intensifs, 16 lits par 100 000 habitants. Nous sommes numéro 3 en Europe, derrière l'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Le champion, c'est donc l'Allemagne, 34 lits pour 100 000 habitants. Nous disposons, en ce qui nous concerne, nous les Belges, avec 16 lits, de bien plus de lits qu'en France, qui en a 10 pour 100 000 habitants, et l'Italie qui en a seulement 8 pour 100 000 habitants. C'est effectivement des chiffres qui vous fait dire, Pierre Van Damme, qu'on va tenir le coup? Absolument, je pense que c'est une grande différence avec d'autres pays. De plus qu'on suit, disons, avec un délai de 10 à 11 jours, la situation en Italie. Et ça, c'est très important. Ça nous a donné le temps de préparer les hôpitaux, comme on vient de l'entendre, de vider certains services, de mettre certaines choses qui ne sont pas prioritaires à gauche ou à droite, comme quoi la grande priorité maintenant, c'est le corona, on le sait, et ça aide les médecins généralistes qui se sont aussi organisés avec des points de dépistage. Donc, tout le pays se prépare vraiment, ce qui a augmenté une capacité incroyable vis-à-vis des autres pays. Donc, on gagne du temps. Voilà. En plus, on était déjà privilégiés. Je crois que c'est une plume à mettre sous la tête de tous nos dirigeants, quel que soit leur parti depuis de très nombreuses années. Sylvie Van Iersel, vous êtes donc infirmière au Chirec, le grand hôpital bruxellois. Vous habitez Binche. La salle de réveil, là où vous travaillez, a été transformée en unité de soins intensifs. Donc, vous aussi, vous savez ce que c'est de transformer les lieux pour accueillir donc des patients Covid-19. Cela étant, j'entends, et ça c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, que dans le personnel soignant, il y a déjà pas mal de personnes qui sont quelque part sur le côté, puisqu'il y a de la maladie, il y a le Covid, 400 travailleurs dans votre hôpital qui sont mis de côté pour l'instant. Ça va aller, malgré ce personnel un peu plus clairsemé que d'habitude? Oui, bonjour. Bien, à ce jour, on a 450 certificats sur le site. Ça ira, oui, on fera un jour à la fois. Voilà, on ne peut pas prévoir. On est plus soudés que jamais, on est motivés, on a le moral pour le moment, donc voilà, advienne que pourra. Advienne que pourra. Alors, on a vraiment voulu vous parler, parce que vous êtes la base, vous êtes parmi toutes ces infirmières. Il y a aussi les gens qui nettoient, les gens qui font les repas, enfin, tant de gens auxquels il faut penser aujourd'hui. Vous me dites que quand même, parfois, le soir, c'est difficile, ça tourne dans votre tête. Vous êtes inquiet de cette vague qui risque d'arriver, peut-être heureusement moins importante que prévu. Alors, d'abord, on est assez soutenu par nos amis, par nos collègues. C'est l'inconnu, en fait. C'est ça, surtout, c'est qu'on va vers une situation inconnue. Donc, forcément, l'inconnu fait toujours peur. Et oui, ça trotte parce qu'on regarde les actualités comme tout le monde. L'hôpital est transformé au niveau organisation. Donc, forcément, oui, ça tracasse. Voilà, eh bien, écoutez, une fois encore, on veut vraiment vous montrer notre soutien ici. Reparlons des respirateurs, c'est aussi important, 2169 en Belgique. On nous dit aussi, c'est hier, une révélation dans le RTL Info, Julien Modave qui nous disait qu'il y avait un médicament à base de curare qui était généralement employé pour faire en sorte que ces respirateurs fonctionnent bien, pour détendre les gens. Qui manquerait, Pierre Van Damme? C'est un souci, ça, ces respirateurs si importants, ce médicament qui là aussi serait manquant? Ça doit être suivi, bien sûr. Si on commence à manquer de ce médicament, ce serait trop dommage. Donc, on doit vraiment suivre ça sur le marché. Qu'est-ce qui est possible au niveau du gouvernement pour faire en sorte qu'on ne tombe pas sans ces médicaments. Mais ça, il s'agit pour d'autres médicaments importants également. Oui. Donc là, vous espérez un mot à dire là-dessus, M. Claraval, sur ce médicament au curare? Oui, donc rapidement, s'il vous plaît. 3 choses. D'abord, budgétairement, on a prévu les choses pour qu'on puisse acheter tout ce qui est nécessaire. C'est important à le dire. Deuxièmement, au niveau des respirateurs également, on a toute une série de démarches qui sont entreprises. Par rapport aux médicaments, c'est vrai que là, puisqu'on multiplie le nombre de respirateurs, il faudra aussi plus de médicaments. Et vous avez espoir? On a, par exemple, une piste qui est creusée, mais par les techniciens aujourd'hui, qui est un peu trop tôt. Mais on voit, par exemple, la pharmacie de Nivelles, la grande pharmacie de Nivelles, qui est en fait un service militaire belge qui pourrait être mis à contribution pour répondre à la demande, le cas échéant.
Voilà, encore de l'espoir, encore des systèmes à la belge. Audrey, je viens chez vous encore dans un instant, mais on parle beaucoup aussi d'un nouveau médicament, hein. Ça fait 2-3 jours qu'on en parle, la chloroquine. C'est un médicament contre la malaria. Notre interlocuteur, M. Fretter, nous disait d'ailleurs tout à l'heure qu'il avait pu bénéficier de ce médicament. Ça fonctionne disons qu'il y a des données qui sont très intéressantes sur des petits échantillons, donc ça doit être confirmé bien sûr dans un bon nombre d'études. Il y a plusieurs études cliniques qui sont en train de se réaliser en Europe avec différents médicaments. Et la Belgique, par exemple, participe, et c'est dans le programme de traitement, c'est la chloroquine, donc on offre ça vraiment aux patients. Madame Ancion, vous êtes encore avec nous, hein, au CHU à Liège. Vous aussi, c'est un espoir que vous avez que ce médicament, normalement, contre le paludisme, la malaria, que ça fonctionne Effectivement, ça fait partie des choses qui sont sorties récemment dans la littérature scientifique. On en a au CHU de Liège. Actuellement, ce médicament est réservé pour les patients qui sont hospitalisés et non pour les patients qui gardent un bon état général et qui peuvent rentrer au domicile. Vous avez déjà des effets bénéfiques ? À l'heure actuelle, c'est probablement un peu tôt pour le dire. Maintenant, comme vient de le signaler l'interlocuteur principal, il y a des données, notamment en France, qui sont plutôt très encourageantes à ce niveau-là. Voilà, et l'interlocuteur principal, c'est aussi vous, hein, je tiens à le dire, et encore vous dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites. J'en viens à Arnaud Franchini, vous êtes donc, vous, ambulancier, M. Franchini. Hein. La plupart de vos patients maintenant, c'est le corona. On a pu le voir hein, dans de nombreux reportages sur RTL Info que pour nettoyer les ambulances, c'est difficile, ça prend beaucoup plus de temps. Ça va aller, vous allez tenir le coup, vous aussi? De notre côté, le coup, on va le tenir. De toute façon, c'est notre travail, c'est notre rôle. La problématique, elle se pose ailleurs. Elle se pose on évoque que les hôpitaux sont prêts à accueillir. C'est une certitude. C'est faux. On a des hôpitaux excellents en Belgique, de très bons médecins, de très bons infirmiers. Mais par contre, c'est les premières lignes. Si les premières lignes n'ont pas les protections, les EPI nécessaires, ils vont eux-mêmes devenir vecteurs. Et le vecteur de la contamination. Vous avez vous-même un masque, plusieurs masques? Oui, nous, on a... qu'il faut, vous? Ça va? Nous, on a ce qu'il faut. On a prévu au sein de la compagnie depuis la Chine. Donc c'est là qu'on s'interpelle. Si nous, on était capable de prévoir depuis la Chine, de faire nos propres stocks, on a alerté Madame de Bloch mi-février de l'urgence de commander des masques et des EPI. On n'a jamais eu de réponse. Et aujourd'hui, il y a deux secteurs qui se partagent le transport sanitaire par ambulance, donc les pompiers pour l'aide médicale urgente, et les services privés pour le transport médico-sanitaire. Donc, bien entendu, les pompiers vont être fournis en masque. Mais bon, vous dites qu'on aurait pu le prévoir plus tôt. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas faire de la polémique dans la polémique, c'est clair, hein, M. Claraval, on fera la polémique après. Je suppose qu'il y aura une commission d'enquête, ça aussi, c'est habituel dans notre pays, et peut-être que c'est bien. Mais par rapport à cela, quelle est votre réponse? C'est vrai qu'on a beaucoup dit, mon Dieu, on a trop tardé. Oui, on est toujours plus clairvoyant après les événements qu'avant. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que Maggie de Bloch, dès les premières informations, a pris le taureau par les cornes et plusieurs marchés ont été lancés, notamment pour acheter les masques. Il y avait un marché européen qui a été mis en place, il y a un marché belge qui a été mis en place. Voilà. Certes, il y a eu des déconvenues au niveau du marché, soyons de bon compte, mais malgré tout, les masques sont là aujourd'hui. C'est en Italie, pour agir préventivement, on est à l'avance par rapport à d'autres pays. Il faut quand même en être bien conscient et on évalue le risque tous les jours. Les Pays-Bas, on a pris les mesures avant. Regardez ce qui se passe aux Pays-Bas, en Angleterre. Donc on aurait pu faire mieux, sans doute, mais je pense que ce qui a été fait n'est quand même déjà pas mal. Merci beaucoup. Pierre Van Damme, un mot encore avant de terminer sur une enquête, une enquête importante via Internet que vous faites tous les mardis. Vous demandez aux Belges de dire comment ils vivent en ces temps de coronavirus. C'est avec l'Université d'Anvers, mais d'autres universités, une université francophone également. Vous voudriez que plus de francophones participent, parce que c'est vrai qu'on est à 85% de flamands, 15% de francophones. Un mot, je voudrais être bref, un mot là-dessus, il y a un lien à suivre. C'est le mardi uniquement, il ne faut pas se précipiter maintenant. C'est le mardi, ça sera tous les mardis. Le but, c'est bien sûr, c'est de suivre le comportement des gens, parce qu'on a toujours un délai de 10-15 jours avec l'effet, justement, des consignes et des mesures. Pour savoir s'ils les suivent vraiment. Voilà. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants. Est-ce qu'ils font du travail à domicile ou ils restent dans leurs usines et dans leur entreprise. C'est très important de pouvoir donner ce rapport le mercredi
à la cellule de crise, comme quoi on peut chaque fois travailler avec de l'information récente. Participer et dites effectivement ce qu'il passe véritablement. Merci à tous, bravo à tous, bon dimanche. Là, il est midi, dans une heure, c'est le RTL Info 13h. Nous sommes en liaison directe avec la rédaction. Bonjour Salima Bellabas. Évidemment, vous nous reparlez de ces nouvelles contaminations. On vient de faire le point. Et oui, elles sont au nombre de 586 pour un total de 3401 cas confirmés. 8 nouveaux décès sont à déplorer. Parmi les nouveaux cas, 412 patients résident en France, 99 en Wallonie et 70 à Bruxelles. 1381 personnes sont hospitalisées, dont 290 aux soins intensifs. Chiffre communiqué par le SPF Santé publique qui ne reflète pas le nombre exact de personnes contaminées puisqu'il ne porte que sur les cas analysés. Les mesures de confinement ne sont pas toujours respectées, Salima. Et oui, c'est un élément très important pour les autorités et pour le personnel soignant qui est en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Dans le RTL Info 13h, nous prendrons de la hauteur avec un drone pour vérifier sur le terrain si les règles sont bien respectées et si les gens résistent à l'envie de se réunir par ce dimanche ensoleillé. Nous en parlons également dans quelques secondes. La chloroquine est-elle efficace? C'est un nouveau médicament. Et oui, on en reparle, vous venez de l'évoquer, ce traitement contre le paludisme s'avère potentiellement efficace pour soigner le coronavirus. Certains médecins l'utilisent et se demandent donc pourquoi il n'est pas plus répandu dans le traitement des cas de Covid-19. Enfin, des nouvelles des Belges à l'étranger. 30 000 en voyage et certains ont du mal à rentrer en Belgique. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères a communiqué. Une procédure a été lancée. Il invite ces Belges bloqués à s'identifier sur une plateforme en ligne, la plateforme travelersonline.diplomatie.be. Merci Salima, à tout de suite à 13h. Un mot encore sur la météo. Beau mais froid, 4 à 10 degrés. En 3 mots, restons chez nous. Cela fait donc 9 jours que la Belgique est à l'arrêt, encore plus à l'arrêt depuis le renforcement des mesures mardi dernier. Désormais, on ne peut plus sortir que pour travailler, pour faire des courses ou encore faire du jogging. On n'a d'ailleurs jamais autant vu de coureurs dans nos rues. Mais avec le nombre de morts et de malades qui augmente, ne faut-il pas encore renforcer ce confinement? Et puis, quand reprendrons-nous une vie normale? On en parle dans un instant. En tout cas, jusqu'ici, le principe du rester à la maison semble assez bien respecté, sauf hier, à la Hulpe, on y revient. Le confinement aurait d'ailleurs même des bienfaits, m'a-t-on dit, à Mons. Voici 2 amis rencontrés sur la Grand Place. Mes parents sont quand même à un certain âge. Je me suis dit que j'allais pas rester chez moi puisque j'aime quand même sortir et c'est un risque pour eux. Du coup, avec mon ami, on est dans la même classe et on s'est rejoints pour mieux manger, refaire du sport. Bon, on fait ça 2 heures par jour. Oui. Et vous faites quoi? Des pompes, abdos. Là, comme si on allait à la salle, quoi. Sauf que la salle est fermée, donc on improvise à la maison. On reprend une bonne alimentation et tout ça. C'est une manière de relativiser, en fait. Ah oui. Vous reprenez en main pour dire, allez, c'est un pied de nez au virus. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est le fait que ne pas rester à rien faire chez soi. À rester cloîtré, c'est pas possible, donc tant faire de bonnes choses, quoi. Donc de la cuisine. Donc de la cuisine, les études qu'on a bien repris, on n'était pas du genre à beaucoup travailler pour l'école et tout ça, on s'est dit là on a le temps, et maintenant, on n'a rien à faire, donc tant le faire, quoi. Ah ouais. Bonjour Marc Wathelet, docteur en sciences, spécialiste des coronavirus, un des premiers à avoir dit que la Belgique devait prendre des mesures drastiques. Vous êtes à distance avec nous. J'accueille à nouveau Pierre Van Damme, épidémiologiste à l'Université d'Anvers, Emmanuel André, porte-parole Covid-19 pour la Belgique, David Claraval, vice-premier ministre, et Ignacio de la Serna, procureur général de Mons, un des 5 magistrats les plus importants du pays. Quand on vous a, on ne vous lâche pas. D'autres invités nous rejoindront par Skype, notamment le bourgmestre de la Hulpe, commune dont le château fut pris d'assaut par les promeneurs hier. Audrey Lenens est toujours là et bien là pour accueillir et recueillir vos témoignages. Et c'est vrai que dans la presse flamande, on voit que Maggie de Bloch estime que le confinement pourrait être maintenu 8 semaines supplémentaires. Cela nous mènerait donc en mai. Pierre Van Damme et Emmanuel André, je vais vous poser bien sûr la question. Est-ce qu'on va vers ça jusqu'en mai, ce confinement qui est pour l'instant, on va avoir un calendrier prévu jusqu'au 3 avril dans les écoles et 5 avril pour les autres? Ça doit être suivi semaine par semaine et je pense que c'est vraiment en fonction du confinement maintenant. Si les gens le respectent très bien, on pourra revoir cette durée, mais pour l'instant, on doit vraiment apprendre à vivre, à changer son mode de vie pendant plusieurs semaines. Mais jusqu'en mai, 8 semaines, c'est ce qu'elle dit, la ministre de la Santé, ce n'est pas quelqu'un comme ça.
Absolument. Je sais que c'est dur à passer ce message, mais les gens doivent comprendre que c'est quand même une situation très particulière, avec des mesures très particulières également. Emmanuel André, vous confirmez, on va vers début mai pour arrêter le confinement. Je le répète, c'est Maggie De Block qui, dans le journal de Zone d'Ac, qui paraît effectivement fatalement le dimanche, elle le dit. Oui, les mesures que nous prenons sont nécessaires et il faut les tenir avec rigueur dans le temps. Mais encore 8 semaines ? Encore 8 semaines, nous réévaluerons de toute façon plusieurs fois par semaine l'évolution et nous tiendrons tout le monde informé en transparence des mesures qui sont encore nécessaires. Et le jour où il faudra lever ces mesures, on pourra les lever, nous le ferons avec toute la prudence nécessaire. David Claraval, vous êtes ici le représentant du gouvernement, hein, vice-premier ministre. Vous avez eu contact très récemment, c'est-à-dire il y a 1 heure, avec Maggie De Block. Je ne peux pas vous cacher que je suis un petit peu étonné. Pourquoi dit-elle tout d'un coup comme cela qu'on va tenir les mesures encore 8 semaines, ça tombe un peu du ciel? Vous partagez cette analyse, donc de mesures de confinement jusqu'en mai? Je l'ai eu il y a 1 heure, mais elle ne m'a pas dit ça. Donc, elle le dit dans le Zone d'Ac, je vous le confirme, on l'a lu précisément. Mais on ne prend pas ce genre de mesures dans le Zone d'Ac. Hein? Comment le gouvernement travaille-t-il? D'abord, il demande aux spécialistes, aux scientifiques, de nous faire des évaluations. Ces évaluations sont faites très régulièrement. Et ce n'est pas dans un journal que l'on donne cette évaluation. Ensuite, on prend un Risk Management Group qui évalue le risque. Et puis, il y a un CNS, Conseil national de sécurité, avec toutes les entités qui prend la décision. La décision est évaluée au regard des risques sanitaires, mais aussi au regard d'autres problèmes. Et vous avez vu qu'à 2 reprises, nous avons dû prendre des mesures. On peut encore aller plus loin. On va en parler dans un instant, bien sûr. Mais on peut aussi commencer à diminuer. Donc ça n'est pas comme ça dans un journal que l'on donne. Et donc, aujourd'hui, les informations que j'ai du Risk Management Group ne me laissent pas penser qu'il faut prolonger au-delà du 5 avril. Maintenant, je ne suis pas épidémiologique. Si les scientifiques nous disent qu'il faut prendre des mesures supplémentaires ou plus longues, on en délibérera dans les instances ad hoc, mais c'est un peu prématuré pour moi de dire cela. Voilà, on va pas insister là-dessus, mais enfin, manifestement, un peu de tension au gouvernement. Madame De Block sera avec nous dans le courant de cette émission, et chez surtout Pascal Vrébos. Des réactions, Audrey? Ben oui, effectivement, hein, ces 8 semaines qui ont été annoncées et qui sont relayées, ça fait peur évidemment à beaucoup de gens. J'ai une dame qui nous dit: Céline, je suis en fin de grossesse avec une petite fille de 4 ans, mon compagnon travaille en grande surface, mais comment ne pas devenir dingue? C'est vrai qu'il va falloir sans doute réévaluer le mode de vie si ces 8 semaines sont confirmées dans les jours ou les semaines à venir, évidemment. On ne les a pas confirmés ici, hein, je tiens à le dire, mais Madame De Block sera là un peu plus tard, donc restez bien sûr avec nous pour en savoir plus. Les vacances à l'étranger, ça aussi, c'est une question que beaucoup d'entre nous se posent, bien sûr. Hein. Un autre virologue flamand, à part vous, Monsieur Van Damme, Mark Van Rans de la KUL, dit ceci: aller en vacances cet été, personnellement, je ne partirai pas à l'étranger. D'accord avec ça, Emmanuel André? Vous pensez qu'il faut faire une croix sur nos vacances d'été, en tout cas en dehors de nos frontières? Je pense que l'évolution dans notre pays, mais l'évolution aussi dans d'autres pays, est encore en partie inconnue. Et donc, il faut rester prudent sur des projets de voyage, parce que cette épidémie, elle continue, elle émerge seulement dans certains autres pays. Donc, nous avons un magnifique pays, il y aura des ressources à explorer. Donc vous pensez effectivement que si on pense à ces vacances, et c'est vrai qu'on nous le disait, hein, dans le premier débat, une psychologue nous disait il faut penser à après, ça peut peut-être nous encourager. Le après en question, c'est plutôt des vacances en Ardennes, on peut redécouvrir l'ensemble de la Wallonie, hein, pourquoi pas aller à Liège, à Mons, à Charleroi, à Namur, etc. etc. C'est ça que vous préconisez ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus prudent de ne pas chercher à investir dans des grands voyages, dans des pays où l'évolution sera encore inconnue. Et donc, nous pouvons nous diriger vers des choses plus raisonnables pour cette année. Alors, je vous repose la question pour être vraiment sûr d'avoir compris. Actuellement, il est prématuré de dire que les mesures seront prolongées jusqu'en mai. C'est ça que vous nous dites ici ou pas? Parce que je veux vraiment être sûr d'avoir tout à fait saisi ce que vous, qui êtes le porte-parole fédéral, confédéral, enfin, interfédéral pour employer le mot exact, confédéral, j'anticipe peut-être. Qu'en est-il? Bien, je pense que les gens doivent être préparés à tenir dans la longueur. Et je pense que c'est raisonnable d'anticiper, d'aider les gens à anticiper ce type de défi.
nous savons, y compris les scientifiques, qu'un certain nombre d'inconnus persistent et que nous devons suivre au quotidien. Nous devons toujours maintenir une proportionnalité entre les mesures qu'on demande d'appliquer à la population, aussi leur acceptabilité, le fait qu'il y a des choses très difficiles et le fait que ce soit nécessaire. Et donc le jour où la balance ira dans un autre sens, nous accompagnerons le mieux possible la désescalation des mesures. Mais vous ne l'excluez pas ici même. Vous ne l'excluez pas, vous êtes très clair, donc, mais c'est possible. Voilà, comme ça vous avez la réponse chez vous et c'est très important. Hier après-midi, il y a eu d'ailleurs des dérapages, effectivement, à La Hulpe, en Brabant wallon. De nombreuses personnes sont venues de loin en voiture pour visiter le parc du château de La Hulpe. C'est vrai qu'il faisait beau. Christophe Zister, bourgmestre pour le mouvement réformateur de La Hulpe, vous parliez d'ailleurs hier d'abrutis de Bruxellois venus dans votre commune. C'est dur, mais c'est vraiment ça? Vous trouvez que les gens ont été inconscients en venant se promener dans le parc? Oui, je pense que les gens sont en tout cas pas conscients des risques qu'ils prennent et qu'ils font courir aux autres. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu prendre une mesure forte. Alors le propos est un peu maladroit parce que je ne généralise évidemment pas tous les Bruxellois, évidemment, mais en tout cas ceux qui sont venus, c'était idiot de venir. Oui, vous avez pris donc des mesures, le parc est fermé, inutile d'aller aujourd'hui dans le parc, même si on habite à La Hulpe. Quel est votre message ? Oui, effectivement, donc on a décidé de fermer le parc, en tout cas pour le week-end, et je vais réévaluer la situation lundi. Toute la semaine, ça s'est relativement bien passé, donc on verra lundi, peut-être qu'on réouvrir le parc lundi. Merci, vous restez avec nous. Ignacio de la Serna, j'ai interrogé tous les membres de notre équipe, on est une dizaine ici dans ce studio, aucun n'a été contrôlé. Alors c'est vrai qu'à La Hulpe, il y a eu des mesures qui ont été prises, mais est-ce que finalement on ne contrôle pas trop peu les gens, puisque nous avons tous dû, par exemple, venir au travail aujourd'hui ? C'est qu'ils ont eu de la chance, mais il y a d'autres personnes, vous avez interrogé les mauvaises personnes, mais il y a d'autres personnes qui ont été contrôlées. J'ai vu hier un reportage où au parc du Cinquantenaire, la police a même utilisé un drone. J'ai suivi une équipe qui contrôlait, que les choses soient claires, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas autant de contrôle qu'on ne devrait. C'est une question, ce n'est pas un avis. Non, la police ne peut pas être partout, évidemment, mais elle contrôle tout ce qu'elle peut contrôler. Et il faut que les gens sachent qu'ils doivent s'attendre à des contrôles. Et que si le confinement n'est pas respecté, comme l'arrêté ministériel le prévoit, le ton au niveau des autorités de la justice va monter. Quand vous voyez ce qui se passe à La Hulpe, c'est inadmissible. Et c'est interdit. L'article 8 de l'arrêté ministériel interdit les déplacements, sauf dans des conditions très particulières, pour aller travailler ou simplement pour sortir de chez soi. Mais il est hors de question de prendre sa voiture, de faire 10 ou 15 kilomètres pour aller faire son jogging. On le fait en sortant de chez soi. Quitter le pays, c'est également interdit, sauf raison impérieuse. Et là, vous conseillez même aux gens d'avoir une attestation, par exemple, de son employeur. Tout à fait. Je suggère aux gens d'avoir une attestation de leur employeur ou une carte professionnelle pour pouvoir justifier leur déplacement. Et je tiens à dire que le collège des procureurs généraux, qui se réunit d'habitude une fois par semaine, se réunit maintenant tous les jours, par Skype, pour suivre de très très près toute la situation. Nous préparons une circulaire à l'attention des forces de police et des magistrats, expressément pour les guider dans la mise en œuvre et le contrôle des interdictions. Voilà, je le disais, vous avez un rôle extrêmement important dans le dispositif. Audrey, puis j'irai chez Marc Poitelet, le lanceur d'alerte. Je vous en prie, Audrey. Ben oui, justement, on a le témoignage d'Yvonne. Elle dit, on m'a arrêté à un barrage, je travaille dans une maison de repos, on m'a demandé une attestation et pourtant, on n'en a pas pour l'instant, en tout cas chez eux. Est-ce que c'est prévu ou pas encore ? La question, j'imagine, à M. de la Serna, il n'y a pas, comme en France, d'obligation d'avoir un document quand on va, par exemple, se promener de façon courte près de chez soi. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est une suggestion que l'on fait. De demander à l'employeur d'établir une attestation de manière à faciliter le travail des forces de l'ordre. Quand on va travailler, mais si on va, puisque actuellement, nous sommes bien d'accord, il est autorisé d'aller faire un court trajet autour de chez soi, là, fatalement, on n'a pas de document. Non. Mais par exemple, si la personne va visiter un parent qui est seul, et où il fait les courses, c'est une dérogation qui est prévue, elle doit pouvoir dire où, quelle adresse, et les vérifications peuvent être faites.
Et ça, et donc éventuellement avoir une attestation de la personne qui vous demande de faire les courses, ça peut faciliter les choses. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, la police pourra vérifier si les renseignements fournis sont exacts. Merci beaucoup, ce sont des précisions très importantes, évidemment. Nous allons donc maintenant parler du possible renforcement de ces mesures. Hein. Je le disais, Marc Wathelet, docteur en sciences, un des lanceurs d'alerte, parfois contesté, il faut le reconnaître, vous le savez. Vous aviez dit tout de même, il faut le reconnaître aussi, un des premiers, que des manifestations genre Batibor n'auraient pas dû le faire. Pensez-vous qu'il faut renforcer les mesures au vu donc des quelques dérapages qu'on constate? Oui, absolument, il faut renforcer les mesures. On n'a pas assez de ralentissement. Même en Italie, ils vont prendre des mesures plus sévères parce qu'ils ont un ralentissement du nombre de nouveaux cas, mais pas un ralentissement assez important. Et donc en Belgique, je pense qu'il faudrait supprimer tout travail, toute activité économique qui n'est pas absolument essentielle pour encore plus limiter la progression du nombre de cas. C'est effectivement des mesures italiennes. Pourquoi vous pensez que c'est important? Vous êtes inquiet quand vous voyez les chiffres actuels? Mais c'est-à-dire que les mesures d'isolation qu'on recommande pour le moment ne sont pas suffisantes pour arrêter la propagation du virus. Avoir les gens qui se tiennent à une distance d'1,5 mètre ne va pas arrêter la propagation du virus. Donc, pour cette raison-là, il faut supprimer toute activité économique qui n'est pas complètement indispensable. Et je voudrais ajouter d'ailleurs que, puisque malheureusement, j'entends que les masques qui sont fournis ne sont pas les masques qui protègent vraiment contre la transmission du virus. Donc, je m'inquiète beaucoup pour le personnel, non seulement le personnel soignant, mais aussi tout le personnel qui est en contact avec le public, les employés des magasins d'alimentation, etc. Et donc, s'ils ne peuvent pas être protégés de manière efficace, je voudrais faire la suggestion, bien sûr, il y a un problème de stock, que le personnel essentiel qui ne peut pas être protégé prenne de l'hydroxychloroquine de manière prophylactique, car ils seront protégés, et c'est la fraction de la population qui ne peut pas être protégée par des mesures d'isolation, puisque les masques ne sont pas disponibles, et qui sont en première ligne. Et donc, s'ils prenaient, comme pour le paludisme, de l'hydroxychloroquine de manière préventive, prophylactique, ça diminuerait fortement la transmission dans le milieu hospitalier. Dernière question, je vous demanderai d'être rapide. En parlant de rapidité, je pourrais parler des joggeurs. Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire les personnes qui vont se promener en rue, qui vont courir? S'il vous plaît. Non, si les personnes gardent une assez grande distance, c'est bien d'être à l'air, c'est bon pour la santé, c'est bon à toutes sortes de niveaux de prendre l'air. Il faut garder de grandes distances avec les autres personnes, mais pour moi, c'est tout à fait OK d'aller prendre l'air. Merci, M. Wathelet. Alors, votre réaction, hein, Emmanuel André, on l'a vu en Italie. Là, en Italie, toutes les personnes qui ne sont pas nécessaires, toute l'activité économique qui n'est pas primordiale est aujourd'hui stoppée. Faut-il aller vers cela en Belgique? Donc, en Belgique, nous avons pris des mesures à un stade plus précoce que ce qui s'est passé en Italie, ce qui nous permet aussi de prendre des mesures qui sont légèrement différentes, même si dans les principes, c'est évidemment la même chose, c'est protéger un maximum la population et non pas de stopper la propagation du virus. Parce que imaginez qu'on peut arrêter la propagation de ce virus, non seulement ce n'est pas réaliste, mais en plus, cela laisserait une partie de la population non immunisée. Et donc l'objectif de toutes ces mesures, c'est de ralentir au maximum le nombre de nouvelles personnes infectées pour que notre système de santé puisse les prendre en charge de façon optimale. C'est important ce que vous dites. Donc il faut qu'il y ait des balades pour que justement, quelque part, notre immunité augmente. C'est ça que vous dites? Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en Belgique qui sont déjà infectées par le virus et dont une partie va inévitablement se retrouver dans une situation où ils vont devoir nécessiter des soins hospitaliers. Il faut absolument que les mesures actuellement prises permettent d'arrêter un maximum, de ralentir un maximum la propagation du virus pour qu'on n'ait pas plus de personnes, pour que notre système de santé puisse amortir le choc. La chloroquine, évidemment, c'est une suggestion de façon préventive. Donc, c'est ce médicament, hein, effectivement, contre le paludisme qui semble éventuellement être efficace, mais on attend confirmation. Préventivement, c'est une bonne idée? Donc, toutes ces nouvelles molécules, elles sont observées de très très près par le comité d'experts dont monsieur ne fait pas partie au quotidien. On s'en la pique et on vous comprend. Hein. Vous en faites partie et vous êtes l'expert. Toutes les mesures sont prises pour essayer de protéger dans les situations actuelles que nous connaissons et les stocks de médicaments, les stocks de masques, pour
utiliser ces ressources de la façon la plus efficace possible. Oui, si nous avions la formule magique, elle serait déjà implémentée et pas seulement en Belgique. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que les ressources dont on dispose puissent être utilisées de la façon la plus efficace possible. Voilà. Et on a de grands scientifiques en Belgique dont vous faites partie et on vous remercie encore pour cela. C'est ça qui nous sauve. À vous, Audrey. Alors, il y a des questions, évidemment, qui nous parviennent aussi sur nous, les médias, et notamment cette question de Patricia. Pourquoi, à la télévision, on reçoit encore des invités sur les plateaux avec les mesures de confinement qui sont mises en place? C'est effectivement une réflexion qu'on a toujours. Je vais une fois encore aller chez M. Van Damme, par exemple. Oui, vous êtes là. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a effectivement des caméras. Il y a d'autres invités qui attendent. Est-ce qu'on est imprudent? Ben, disons, on pourrait remplacer par une alternative et montrer le bon exemple. Donc, je sais que vous avez proposé ça. C'est un mauvais exemple, vous pensez? Ben, c'est faisable. C'est faisable. Techniquement, c'est faisable. On ne doit pas se déplacer. Oui. Pourquoi pas faire systématiquement toutes ces interviews par Skype? Moi, je serais directement preneur. Voilà, écoutez, on essaye effectivement d'en faire le maximum pour l'instant. On entend votre réaction. De votre côté, c'est à déconseiller effectivement ce qu'on fait ici. Vous êtes là, mais vous êtes un peu inquiet pour vous, M. André? Ma situation personnelle n'arrive pas. On tient à ce que vous soyez là, je peux vous le dire. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que aussi la classe dirigeante, les politiques, les médias, les scientifiques puissent montrer l'exemple et montrer à quel point nous faisons l'effort. Et je peux dire qu'en régie, ici, quand je vois l'ensemble des mesures qui sont prises, je vois qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits pour protéger aussi les invités qui arrivent chez vous. Maintenant, il est sûr que si on veut diminuer encore davantage le risque, on reste chez soi, c'est ce que nous demandons à la population. Et donc, il faut, tant que faire se peut, respecter ces règles dans tous les secteurs. Quand je disais qu'on tient à vous, on tient surtout à vous pour que vous continuiez à pouvoir, évidemment, être là pour nous. Un petit mot là-dessus, et puis nous continuons peut-être un mot sur la fermeture des écoles dans un instant. Mais je vous en prie, M. Clarinval, c'est vrai que certains ministres, par exemple, Maggie De Blok, elle, ne vient plus sur les plateaux. On la verra tout à l'heure, mais à distance. Mais donc, il faut être très clair. Les mesures du gouvernement ne visent pas à arrêter la propagation du virus. C'est impossible, comme l'a bien rappelé M. André. Par contre, le but est de ne pas engorger les hôpitaux. Donc, le but, c'est que tous les malades ne soient pas malades en même temps. Il faut donc élargir. Et donc, il faut que les gens qui ne sont pas indispensables d'un point de vue professionnel restent chez eux. Mais par contre, les gens qui sont nécessaires dans tous les services de première ligne, mais aussi dans d'autres services, comme par exemple le transport dans toute série de métiers qui ne sont pas exposés, doivent aller travailler. Le principe n'est pas de dire que tout le monde reste chez soi. Ceux qui sont utiles et nécessaires pour que nos hôpitaux indirectement ne soient pas engorgés doivent travailler. Si nos agriculteurs ne travaillent plus, on n'aura plus de fruits et légumes dans nos magasins. Et là aussi, on leur fait un grand merci. On l'a dit tout à l'heure, mais on le répète. Des scientifiques flamands connus, Mark van Rans de la KUL et Steven de Gucht de Cienzano, l'institut scientifique qui conseille le gouvernement, ne comprennent cela dit pas pourquoi on a fermé les écoles. Je voudrais quand même avoir votre avis là-dessus, parce qu'ils estiment que les enfants atteints par le virus, mais pas malades, auraient pu développer ce qu'on appelle l'immunité collective, l'immunité de toute la population. Ils ajoutent d'ailleurs, ces deux personnes, M. Van Rans et M. Van Gucht, que ce sont surtout les francophones qui ont voulu fermer les écoles, parce que les Français l'avaient fait. Comme la France fermait ses écoles, la pression sur les politiciens francophones était énorme, ont-ils déclaré dans la presse flamande. Pierre Van Damme, vous confirmez, vous nous dites que là, on est allé un petit peu vite, parce que c'est aussi important de le dire si c'est le cas. Disons, notre avis au départ était de garder les écoles ouvertes pour avoir justement une circulation du virus chez les enfants. Et pourquoi c'est bien possible? Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ils n'ont quasiment pas de symptômes. La transmission est beaucoup moins forte à partir des enfants. Ce n'est pas le virus de la grippe ici. On sait que dans une épidémie de grippe, le moteur, ce sont les enfants. Ici, le moteur, ce sont justement les adultes. Donc ça, il faut bien comprendre. Donc la distance entre les adultes est très importante. Donc vous pensez qu'il fallait ouvrir les écoles pour renforcer l'immunité de l'ensemble de la population? C'était ça l'idée? En quelque sorte, oui. Mais disons que pour la prochaine fois, puisque ce virus pourrait revenir. Justement. Bon, la solution qui est maintenant sur table est une solution, peut-être une solution un peu belge. On garde les écoles ouvertes, on ne donne pas cours. C'est très important de pouvoir garder les enfants, par exemple. Il faut qu'on y des aille. Chauffeurs, des médecins, des infirmières. Qu'est-ce qu'il faut faire sinon avec ces enfants? Ces gens doivent pouvoir travailler. Mais à la limite, c'est bien qu'ils y aillent et c'est bien que certains tombent malades. C'est ça que vous nous dites presque ici, en tout cas que certains soient infectés, on ne va pas tomber malades. On va à peine remarquer qu'ils tomberont malades, c'est ça surtout. Et c'est bon pour l'immunité collective. Ça fait grandir l'immunité collective, en effet. Ah oui, c'est important. Monsieur André, un commentaire là-dessus. Ce sont effectivement les francophones sous la pression de la France, comme le disent deux personnes que vous connaissez bien. Mark Van Rans, il est très connu en Flandre. Steven Van Gucht aussi, qui disent cela. Donc,
nous sommes tous d'accord, tous les scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il faut développer l'immunité dans notre population. On n'a pas de vaccin pour le faire, et donc il faut laisser ce virus circuler. Et à chaque fois qu'une personne devient immunisée, qu'elle ait ou pas ait eu une forme symptomatique de la maladie ou une forme sévère, mais à chaque fois qu'une personne est immunisée, elle constitue un rempart dans la transmission. C'est-à-dire qu'elle ne va plus être vecteur du virus. Et donc il faut pouvoir permettre une certaine partie de la population, mais pas trop. Pas trop, et certainement pas dans la population la plus âgée ou la plus à risque. Et donc c'est pour ça que les enfants, oui, ils vont être vecteurs, ils vont être immunisés, mais ce qu'il faut, c'est éviter qu'ils soient gardés par leurs grands-parents. C'est ça, et donc effectivement, il fallait la solution actuelle, où quelques enfants vont encore à l'école, finalement moins de 10% est peut-être la bonne. Une réflexion quand même là-dessus, et puis nous passerons à Mme Matelin, qui est à Herbemont. C'est les francophones qui ont paniqué un petit peu, qui ont été plus vite que la chanson, sous la pression de la France. Ce sont deux scientifiques flamands, je le répète, très influents, qui le disent. Oui, mais il faut bien comprendre que les scientifiques français disaient le contraire. Donc il faut aussi bien se rendre compte que tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Oui. Et nous, en Belgique, on se trouve entre les Pays-Bas, qui ont une politique darwinienne et qui vise à ne laisser se propager le virus, et la France, qui a une politique beaucoup plus forte. Et finalement, la solution qui a été trouvée est une solution intelligente, puisqu'on permet aux parents de garder leurs enfants, éviter que les enfants aillent chez les grands-parents, c'est ça qu'il faut éviter principalement, et offrir une garderie de telle sorte à ce qu'il y ait quand même une transmission du virus qui permette d'avoir une courbe plus molle. C'est ça le but de l'opération. Merci, et vous devenez vraiment scientifique, M. Claraval. Bravo pour cela aussi. Nous terminons assez rapidement avec cette autre polémique du week-end. Ces Belges qui ont reçu pour instruction de ne pas se rendre dans leur seconde résidence, les Néerlandais aussi, mais on le voit, ce n'est pas partout respecté. Catherine Matelin, bourgmestre CDH d'Herbemont, entre Libramont et Florenville, vous avez dû prendre des mesures pour empêcher que les gens viennent dans les maisons de campagne. Expliquez-nous en quelques mots. Oui, bonjour à tout le monde. Tout d'abord, donc les mesures qui ont été prises, ce sont surtout des mesures d'information, de conscientisation, de responsabilisation. Donc tous les seconds résidents donc ont été avertis personnellement donc par un courrier. Tout ce qui concerne les hébergements donc touristiques également, puisque je pense qu'il y a deux conditions fondamentales pour éviter la propagation des virus, c'est d'éviter tous les déplacements inutiles. Or, se rendre dans sa seconde résidence n'est pas un déplacement donc utile. C'est d'éviter aussi tous les regroupements, puisque l'on assistait donc la peur finalement c'était d'assister à ce que tout le monde revienne dans les secondes résidences, dans les gîtes de grande capacité, qu'il y ait des regroupements de familles, d'amis. On sait que ce n'est pas donc cette voie-là donc que l'on doit suivre, et effectivement donc il faut permettre au maximum de personnes de rester chez elles pour que les autres qui sont en première ligne donc puissent aussi travailler. Et si je prends par exemple vous arrêtez, Madame Matelin. Voilà, je vous prie de m'excuser. En tout cas, votre message est passé, parce qu'effectivement, priorité aux malades, et nous avons une malade que nous devons absolument interroger maintenant, car elle n'a pas beaucoup de temps, elle est en traitement. Merci en tout cas pour cela, et merci de la précision de votre message. Portez-vous bien, vous aussi, et je le dis bien sûr à chacun de nos invités. J'adresse effectivement le même souhait à Aaron et sa maman qui nous arrivent maintenant. Madame Mélissande, vous habitez la région de Tervuren, la région bruxelloise, et c'est vrai que je décris, avant de les voir à l'écran, car nous avons besoin d'un tout petit peu de temps pour les amener devant notre Skype. Ce n'est pas aussi facile que vous ne le dites, monsieur, madame, mais on les voit, ils sont là. Voilà. Mélissande, aide-soignante de profession, et son enfant, il y a donc Aaron 9 ans, il y a aussi son dernier qui a 1 an. Et là, vous nous le dites, c'est vrai que les enfants ne sont pas à l'abri, puisque vos enfants, deux de vos enfants, ont des problèmes. Dites-nous quoi? Eh bien oui, voilà, tout a commencé il y a plus ou moins une grosse semaine, où c'était vendredi, où mon fils a commencé à avoir des premiers symptômes. Du lundi, en effet, il s'est réveillé avec des maux de tête violents. De là, on l'a considéré comme Covid du fait de ses douleurs, de tous les symptômes. Donc voilà, pendant une semaine, nous avons fait un confinement intégral avec des règles d'hygiène très strictes. Je me suis, moi, vraiment été exclusive au niveau de m'occuper de mon plus grand des enfants. Et là, maintenant, voilà, depuis 72 heures, c'est Georgie qui nous a fait des symptômes. Nous sommes arrivés hier parce que nous étions vraiment inquiets. Il ne s'alimentait plus, il était complètement déshydraté. Et donc voilà, là, ça va déjà mieux, on l'a réhydraté, on est positif.
Vous êtes évidemment à l'hôpital et merci de nous accorder ces quelques instants. Dernière question à vous. Quelque part, vous vous sacrifiez en quelque sorte pour votre fils, pour vos 2 fils. Vous êtes à leur côté et tant pis pour vous. C'est ça qu'évidemment vous devez malheureusement faire. Exactement. C'est ce que je fais parce que voilà, on ne compte pas pour ses enfants. Et puis bon, je me dis, eux s'en sortiront bien. Et puis qui vivra verra, on verra bien. Mais bon voilà, je reste confiante, je prends les mesures d'hygiène. Et c'est vraiment le message que je veux faire passer à tout le monde, aux parents. Confinez-vous, mais soyez aussi très très prudents avec vos enfants, avec vous-même, histoire que tout le monde ne tombe pas dans la faille familiale où tout le monde est malade et que là, ça devient une catastrophe qu'on ne puisse pas gérer les enfants et soi-même en même temps. Faut se préserver. Voilà, vous êtes aide familiale, vous savez de quoi vous parlez. Merci beaucoup et surtout nous vous adressons beaucoup d'ondes positives. Merci 1000 fois et vous nous le montrez, Mélisande, cette maladie peut nous toucher tous. Elle mine aussi le niveau économique de notre pays et par ricochet le nôtre. 600 000 Belges sont déjà en chômage temporaire. Ce sera bientôt 1 million, plus d'1 travailleur belge sur 5. Le virus vire au drame social. Pas étonnant que beaucoup d'entre nous en perdent le moral. Je l'ai beaucoup entendu à Mons, où j'étais ce jeudi avec Laurent Lupianez. Tout est fermé et ça bloque dans tout, quoi, dans les affaires. C'est bizarre. Est-ce que l'économie ne va pas s'effondrer avec tous les magasins qui sont fermés, les ouvriers au chômage et tout, quoi? Est-ce que l'État va pouvoir suivre tout ça aussi? Vous faites quoi dans la vie? Moi, je fais de la location en studio ici sur Mons, justement, quoi. Et donc, vous avez peur de ne plus avoir de locataires, quoi? Ça aussi. Hein. Est-ce que ça vous rend un peu... Triste. Oui. Vraiment. Ça vous déprime, cette histoire? Oui. À quel niveau? Pas voir de gens, tout est fermé, surtout il fait un peu bon, pas prendre un verre, rien du tout, voilà. C'est vraiment pénible. Oui, pénible, voilà. Surtout, tu sais pas, peut-être nous, à tout le monde, dans 15 jours, nous sommes peut-être, je sais pas, malades, des trucs comme ça. Vous y pensez? Oui. Pour le boulot, les jobs étudiants, c'est de l'argent qui rentre pas. Vous perdez beaucoup d'argent? Je dirais 150 € par semaine. Oui, donc c'est beaucoup quand on est étudiant. En étudiant, oui, c'est énorme. Vous faites quoi comme job étudiant? Dans l'ORECA. Donc il n'y a plus rien, évidemment. Oui. Vous faites appel à la charité publique? Il y a encore des gens qui vous donnent de l'argent? De temps en temps, mais rarement, quoi. Comment vous faites alors? On se débrouille. On essaye de demander des invendus pour manger, ou ça dépend. Avant, c'est vrai qu'on mangeait et tout. Genre là, on n'a encore rien mangé du tout. Ah, aujourd'hui, donc il est 5 h de l'après-midi, vous n'avez toujours pas mangé? Parce que vous n'avez pas assez d'argent. Voilà, j'ai fait 2 €. On va aller chercher un truc à manger maintenant. Vous avez eu 2 € sur toute la journée? Sur 5 heures depuis ce matin, ouais. Je vais vous laisser, je vais aller au magasin. Bonjour Julie Becker, votre mari est au chômage économique. Vous n'arrivez plus à joindre les deux bouts. Un chômeur temporaire sera également avec nous par Skype. Bonjour à Robert Verteneuil, numéro 1 du syndicat socialiste FGTB. Bonjour Bruno Coleman, CEO de la banque Degroof Petercam. J'accueille encore à distance le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, Pierre Wunsch. Bonjour à vous et merci d'être là. C'est la toute première fois d'ailleurs que vous participez à un véritable débat. Merci d'être resté. David Claraval, bourgmestre en titre de Bièvre, dans le sud d'Amurois et vice-premier ministre fédéral pour le mouvement réformateur. Audrey Ledens continue à relayer vos réactions. Julie Becker, votre mari est donc en chômage économique. Vous avez, je le disais, beaucoup de mal. Vous êtes en télétravail. Les voitures, par exemple, c'est difficile. Vous perdez beaucoup d'argent par mois. Vous avez déjà pu chiffrer? Tant que moi, je ne suis pas encore au chômage économique, mon mari va avoir une perte de plus ou moins 7 à 800 €. 7 à 800 €. Et effectivement, je parlais des voitures. Vous avez donc 2 voitures. Je pense que vous payez 600 € par mois pour ces voitures. Vous avez demandé à votre banque de faire un geste pour étaler le paiement. Et là, que vous a-t-on répondu? Eh bien, j'ai téléphoné lundi à la banque et mon conseiller a dû demander plus haut parce qu'il n'a pas pu prendre cette décision. Et donc, ils m'ont répondu en me disant que c'était refusé, mais qu'en contrepartie, ils me proposaient de réétaler, de racheter mon crédit et de l'étaler sur 2 ans plus longs, avec un taux de 10% au lieu de 1,5 pour gagner 90 € par mois. Donc évidemment, pour vous, c'est carrément c'est de l'arnaque. C'est scandaleux. Vous êtes très, très, très scandalisé, d'autant plus que vous allez peut-être tomber au chômage économique. Et donc, oui, un chômeur économique, il touche entre 1 000 et 1 500 € net par mois. La réponse de la Banque nationale et des autorités, c'est juste après cette pause de 74 secondes. À tout de suite.
nouveau Stimorol Oral-B, un chewing-gum au fluor sans sucre qui contribue à minéraliser les dents et à les rendre plus résistantes aux acides, pour des dents saines. Ma journée commence avec Cystane Complete, pour que mes yeux ne me limitent pas, quel que soit le défi. Rien ne vous arrête avec Cystane Complete, la formule unique qui hydrate et prend soin de tous les types d'yeux secs. Cystane Complete, 2 gouttes et rien ne vous arrête. Relevez le Two Drop Challenge. On n'a pas de secret pour vous. Ce dimanche à 18h30, Jean-Alphonse Richard retrace le parcours d'une star mondiale au statut royal. Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Bel RTL, vos meilleurs moments. Quand un nez bouché perturbe votre couple, soyez compréhensive. Mais quand vous en avez assez, donnez-lui Nésivine. Nésivine dégage rapidement votre nez bouché et agit jusqu'à 12 heures. Grâce à Nésivine, vous êtes tous les deux rapidement soulagés. Et nous reprenons ce débat sur ce virus qui vire à l'appauvrissement des Belges. Pierre Wunsch, vous êtes chargé par le gouvernement fédéral d'accompagner les suites pécuniaires de ce virus. Les banques doivent-elles davantage montrer leur bonne volonté dans un cas comme celui de Mme Becker, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, elle a sollicité un étalement de paiement pour ses 2 prêts de voiture. La banque a accepté, mais elle veut augmenter dans le même temps le taux d'intérêt. Madame y perd beaucoup. Mais écoutez, je sors de 4 nuits de discussion et de concertation avec le secteur bancaire qui a fait aujourd'hui un geste, enfin hier soir, mais ça a annoncé aujourd'hui, un geste très important et je crois qu'il va vraiment changer la situation dans les jours et dans les semaines qui viennent pour la plupart des gens qui sont concernés par des situations difficiles, puisque le secteur a accepté de s'engager dans un moratoire, notamment au niveau des prêts hypothécaires, mais aussi des prêts consentis à des entreprises en Belgique, de manière justement à soulager à la fois les ménages et les entreprises dans cette période très difficile. Alors, l'État de son côté accepte d'accorder une garantie au-delà d'un certain niveau de perte aux banques pour effectivement les soutenir dans cet effort pour nous permettre de passer le cap de cette crise qui est effectivement une crise très lourde et qui a des conséquences pour beaucoup de gens dans les jours et dans les semaines qui viennent. C'est une primeur que vous nous donnez là et merci pour cela. Le prêt de madame qui est un prêt en ce qui concerne sa voiture, est-ce qu'il est concerné par ces mesures ? Alors, a priori, l'accord concerne les prêts hypothécaires, mais il y a vraiment une volonté des banques, et ça, ils nous l'ont confirmé, d'essayer d'être très attentifs à des situations particulières. Donc, je ne connais pas la situation particulière de cette dame. Ce qui est tout à fait clair, c'est que nous avons imposé au secteur bancaire, dans le cadre de la négociation pour les banques qui bénéficieront de la garantie, des conditions de tarifs pour des prêts aux entreprises et aux indépendants. Ici, c'est un cas un petit peu particulier. C'est vrai qu'on n'a évidemment pas eu la possibilité de discuter de tous les cas particuliers qui pourraient se présenter. Donc, je crois que le mieux, c'est que cette personne reprenne contact avec sa banque dans le cadre du nouvel effort qui vient d'être fait et qui est coordonné à l'échelle de l'organisation qui regroupe les banques en Belgique, à savoir Febelfin. Merci beaucoup, Monsieur Wunsch. Et vous dites, Madame Becker, quand vous allez vers votre banque, que le gouverneur de la Banque nationale est avec vous. Ça peut toujours fonctionner. Votre réaction, cela dit, sur cette situation inédite, je le disais, bientôt 1 million de Belges, actuellement déjà 600 000 en chômage temporaire, 1 000 à 1 500 euros net, avec des gens qui gagnaient parfois beaucoup plus, certains pas. Mais bon, votre réaction, Monsieur Verteneuil? Ma réaction, elle est très simple. C'est bien qu'on ait pris déjà toute une série de mesures pour essayer d'accompagner. On a augmenté à 70%. Il y a un complément qui est prévu. Et donc, c'est un peu plus que le chômage temporaire jusque-là. Donc, on va un peu dans la bonne direction. Mais il est clair que quand on sait que les gens ont déjà difficile en temps normal, si ils devaient aller au-delà d'un mois avec du chômage économique, je pense que les 70% ne seront pas suffisants. C'est la
raison pour laquelle nous demandons comme FGTB que l'on revoie ce pourcentage. Ce sera absolument nécessaire si on ne veut pas que les gens soient en rupture de paiement. Et c'est bien de laisser les magasins ouverts, encore faut-il que les gens aient de l'argent pour pouvoir aller acheter dans les magasins. C'est évidemment extrêmement important. Il devra y avoir d'autres mesures d'accompagnement. J'entends votre enthousiasme sur la mesure des banques. OK, ils l'ont fait pour les prêts hypothécaires. Je crains qu'il ne l'ait pas fait pour les autres prêts. Et donc, dans le cas de madame avec un prêt voiture, je pense qu'on va continuer à lui proposer d'un réétalement ou un rachat. Oui. Et là, il va y avoir de nouveau de la spéculation de la part peut-être de certaines banques. C'est évidemment inacceptable. La crise, elle est pour tout le monde. Tout le monde doit faire un effort. Et si les banques ne le font pas, elles vont se prendre à leur propre jeu parce qu'à un moment donné, les gens ne seront de toute façon plus payés. Et donc, il faudra quand même bien qu'elles fassent un effort. Je crois que c'est le bon sens. Mais en tout cas, ce qu'il faudra faire, c'est accompagner les mesures pour aider les familles parce qu'elles vont se retrouver dans des situations extrêmement compliquées dans les semaines à venir. D'autant plus que les mesures pourraient durer effectivement jusqu'en mai. Absolument. Emmanuel André a laissé entendre que c'était possible. La ministre également de la Santé l'a fait également. Audrey, et je vais aller, on a un banquier, Bruno Coleman, c'est une banque évidemment d'affaires, mais vous nous donnerez votre réaction dans un instant. Beaucoup là aussi de gens qui réagissent sur les réseaux. Mais oui, effectivement, parce qu'évidemment, ce problème financier qui risque de se poser dans beaucoup de familles, il est présent, on le sent. On parle des aides financières pour les indépendants, pour les prêts hypothécaires et pour les particuliers. Mais qu'en est-il des particuliers qui sont locataires? Est-ce que là aussi, l'État va leur venir en aide quant à leur perte de salaire? Parce que ça va avoir des répercussions, sans oublier qu'il y a beaucoup de familles monoparentales qui sont locataires. Oui, alors c'est vrai, c'est une question aussi pour M. Clarinval. D'abord, et je viens à vous tout de suite, M. Coleman, les locataires qui ont parfois des loyers, quand ils sont jeunes, très importants, que leur dites-vous? Ils peuvent renégocier quelque chose avec le propriétaire qui lui aussi a peut-être d'ailleurs des difficultés. Oui, permettez-moi d'abord de dire que le gouvernement agit rapidement et de manière très déterminée, à 5 niveaux. Au niveau régional, toute une série d'aides sont mises en place. Au niveau des travailleurs, en effet, on a augmenté le taux de chômage. On octroie une allocation de près de 6 € par jour en plus. Oui. Au niveau, ça reste peu. Ça reste peu, mais c'est plus qu'avant. C'est plus qu'avant. Et c'est immédiat. Donc, on a voulu privilégier des mesures qui sont immédiatement exécutables. Au niveau des entreprises, toute une série de reports de paiement sont organisés. Et les loyers, c'est une question précise. Ah bien, là, ça, c'est les mesures que M. Wunsch vous donne un scoop, mais c'est en cours de négociation. Aujourd'hui, depuis ce matin, nous faisons des conférences call avec le Cairn et les présidents de parti pour valider cette mesure-là. Ce sont des détails qui sont encore à trancher, mais je peux vous dire que les banques ont accepté en effet de faire un geste au niveau des prêts. Et l'État va aussi devoir garantir une partie de ces montants. Oui. Ce sont des efforts considérables qui sont mis en place. On estime que sans les mesures bancaires qui ne sont pas encore chiffrées, on est déjà à près de 10 milliards d'euros rien pour cette année-ci d'efforts. En plus donc des 14 milliards de déficit qu'on a déjà. En donc plus des 14 milliards de déficit. Alors l'Europe annonce... On verra après. Oui, en tant que ministre du budget, je dois quand même être attentif à ça. Oui. L'Europe annonce quand même une flexibilisation et des aides au niveau des États pour passer le cap. Alors c'est clair qu'il reste des détails à trancher. La mesure que M. Wunsch annonce ici en primeur n'est pas encore officielle. On l'annoncera normalement ce soir ou demain. Voilà. Et donc il y a des détails qui ne sont pas encore tranchés. Mais en tout cas, le gouvernement est déterminé. Donc les loyers, vous pourriez aussi travailler là-dessus éventuellement, vous y pensez? Sous les emprunts hypothécaires, c'est sûr. Les loyers, je ne peux pas vous le dire puisque ce n'est pas encore tranché. Voilà. Et M. Wunsch a donc bien informé les téléspectateurs de TVI. En un mot sur les banques, effectivement, M. Coleman, vous l'avez entendu, M. Verteneuil dit si vous ne faites pas d'efforts, les gens ne payeront plus et de toute façon, c'est peut-être vous qui allez tomber. Je ne vais pas parler en tant que banquier parce que la banque que je dirige est un peu particulière, mais plusieurs éléments. D'affaires. Voilà. D'abord, cette crise a coûté bien plus que ce qu'on a imaginé. Je pense qu'on arrivera facilement pour l'économie belge à 40 milliards, peut-être 50 milliards d'euros. Oui, à partir du moment où le lockdown est prolongé d'à peu près 2 mois, c'est toute une partie du PIB. C'est un confinement. On verra bien. Un confinement, en tout cas, qui c'est un impact important. Puis l'économie, il ne faut pas l'oublier, c'est comme une chaîne de fabrication. Si un poste de travail ne fonctionne pas, toute la chaîne est bloquée. Et aujourd'hui, la véritable question, c'est de savoir comment remettre en activité toute cette chaîne qui est bloquée à différents niveaux. Petit à petit, ça ne va pas être du jour au lendemain. Voilà, donc ce n'est pas du jour au lendemain. Et le véritable problème qui se pose maintenant, c'est pour les personnes qui sont en bout de chaîne. Monsieur Verteneuil parlait de l'alimentation, c'est-à-dire les personnes qui sont fragilisées, les indépendants, les familles monoparentales. Et souvent, pour ces personnes, les difficultés s'accumulent et s'additionnent. Et moi, je pense qu'à un certain moment, au risque de choquer certains téléspectateurs, on va devoir penser une sorte d'allocation universelle, c'est-à-dire aider de manière urgente des personnes, parce que si le mois se termine en termes de calendrier le 31, peut-être qu'il se termine plutôt pour certaines personnes
personnes en termes financiers. Et on peut corriger dans la justice sociale ce genre d'allocation, sachant qu'un jour, elle peut être déclarée, et en fonction des revenus, on peut ou pas le faire la taxer. Mais l'économie belge va s'en remettre. Oui, bien sûr. On s'est remis de guerre mondiale, on va se remettre de ça aussi. Elle va s'en remettre évidemment, sauf qu'on doit raisonner à paramètres différents. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le déficit budgétaire n'a aucune espèce d'importance. Il sera financé à un taux d'intérêt nul, négatif par la Banque Centrale Européenne, qui a déjà dit qu'elle ouvrait les vannes de crédit. Les taux d'intérêt sont très bas, ça c'est évidemment. Donc finalement, le taux de croissance à un moment sera supérieur à ce que coûte l'emprunt. Donc aujourd'hui, on doit sortir du monde d'avant de l'euro. Oui. Un mot là-dessus, et puis je viens à notre témoin. Simplement dire, j'ai oublié de parler des indépendants, toute une série de mesures pour les indépendants aussi. Mais pour revenir sur l'allocation universelle, le défi auquel nous sommes confrontés... Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner une somme à tout le monde, Mais ici, c'est un peu ça. Combien ça pourrait être combien, d'ailleurs Ça, c'est à voir. Mais ici, ce que l'on a voulu faire, c'est pouvoir être efficace tout de suite. Parce que l'allocation universelle, si on veut faire ça, il faut quand même penser à savoir comment on va la mettre en place. Nous, on veut être efficace immédiatement pour que les gens, fin du mois, aient leur argent. Et on prend donc des mesures avec les pouvoirs spéciaux, parce qu'on a besoin des pouvoirs spéciaux pour mettre tout ça en œuvre. Vous les avez immédiatement. On les aura peut-être jeudi, j'espère. Vous ne les avez pas encore, effectivement. Il faut encore les voter. Il y a un accord au niveau des partis, mais ils ne sont pas encore votés. Donc tout ça, nous, on veut agir très vite. L'idée est bonne, je pense, mais elle doit être creusée. Et nous, c'est une forme d'allocation un peu universelle, mais avec des moyens qui existent aujourd'hui et qu'on peut utiliser immédiatement. Un mot là-dessus, M. Vertonnet, et puis notre témoin. Oui, simplement une information extrêmement pratique, extrêmement importante, que tout le monde sache que, indépendamment des discussions qui sont en cours de route, il est impératif que les gens rentrent un seul et unique document qui a été créé de manière très très simple par l'ONEM, qui est chargeable sur les sites. Vous allez sur fgtb.be, vous avez une marche à suivre en 4 points. Les autres organismes font la même chose, une marche à suivre entre 4 points, un document à charger, le nom, l'adresse, le numéro de compte, vous le signez, vous le déposez dans une boîte aux lettres ou vous l'envoyez carrément par mail, c'est aussi possible. Mais il faut absolument que les gens rentrent ce document. Mais quelles personnes, c'est avec tous ceux qui vont se retrouver en chômage économique ou potentiellement chômage économique. C'est important parce que c'est ce qui va permettre de déclencher après tous les paiements. Après que ce soit un paiement de chômage économique, d'une allocation si elle est inventée ou quoi que ce soit, mais au moins les dossiers seront verts. C'est important. Il y a un seul petit document simple. S'il vous plaît, chargez-le parce qu'il y a dans la population une impression qu'il n'y a plus rien à faire après l'une ou l'autre annonce qui ont été faites, qui ont été mal comprises. Elles n'ont pas été mal dites, mais elles ont été mal comprises. Ce qui est important, c'est que tout le monde cherche. Il y a une toute petite démarche à faire. Il faut la faire pour être à l'abri et pouvoir être payé en fin de mois. Merci beaucoup et merci d'être aussi précis. Éric Perremans, vous venez de Charleroi, hein, vous travaillez dans une compagnie aérienne. Vous venez, vous aussi, hein, comme beaucoup d'autres, je le disais, plus de 600 000 Belges déjà, hein, en plus des Belges qui étaient déjà au chômage. Hein, donc c'est absolument considérable, on parle d'1 million bientôt. Vous perdez combien par mois ? Alors moi je travaille, en fait, bonjour à tous d'abord, je travaille avec un système de salaire fixe et de primes et quand on fait le compte, je perds plus ou moins 1000 à 1200 euros par mois, ce qui est quand même énorme quand on est tout seul face à tous ces frais. Alors comme beaucoup de gens, j'ai téléphoné à ma banque pour essayer d'avoir une solution pour le crédit hypothécaire. Malheureusement, la banque n'a aucune solution. Elle travaille au cas par cas pour le moment. Bon, l'échéance arrive et malheureusement, je vais devoir payer le montant complet. Et ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai contacté mes fournisseurs d'énergie et là, ils n'avaient qu'une solution à me proposer, c'était reporter ma mensualité au mois prochain, ce qui me met doublement dans les problèmes le mois prochain. Alors, ce qui est très interpellant, c'est que la semaine dernière, j'ai quand même lu le journal flamand économique de tête qui stipulait, je cite, le gouvernement flamand libère 20 millions d'euros afin de payer les factures d'eau et d'énergie des 100 000 Flamands déjà tombés en chômage technique suite à la crise sanitaire économique et que chez nous, apparemment, en Wallonie, il n'y a toujours rien qui est débloqué et personne n'a eu des instructions du gouvernement. Vous restez avec tous. Une question à M. Claraval. Bon, on parle ici du gouvernement flamand, donc c'est le gouvernement wallon qui est concerné. Votre parti, le mouvement réformateur, y est représenté. Qu'en est-il? D'abord, dire à monsieur que normalement, aujourd'hui, son problème hypothécaire va être réglé. Oui, voilà, on vient de le dire. C'est une bonne nouvelle pour monsieur, mais ce sera annoncé demain ou ce soir. Oui. Mais en ce qui concerne les mesures régionales. C'est vrai que Engie, c'est quand même un des gros joueurs au niveau du marché de l'électricité. On lui dit, on reporte d'un mois seulement. Oui. C'est pas très sérieux. Moi, je suis ministre fédéral. Vous savez que je ne peux pas parler au nom du gouvernement wallon. Maintenant, il y a un ministre de l'énergie wallon que vous devez bien connaître et qui peut peut-être réagir. Bien sûr, mais je pense que le gouvernement wallon travaille aussi pour toute une série de mesures. J'ai vu qu'ils avaient donné une allocation, notamment pour les entreprises en difficulté. J'ignore, pour être sincère avec vous, je n'ai pas eu le temps de me préoccuper de cette mesure-là au niveau wallon, mais je ne doute pas que la région wallonne est très attentive à aider la totalité des habitants de la région wallonne. Un mot là-dessus, et puis nous aurons Maggie Debloc qui sera là. Dès que vous l'avez, vous me le dites, car effectivement, moi, j'abjure vraiment les gouvernements, qui soient fédéraux et régionaux, d'abord de travailler en
coordination. Je crois que ça se fait. Il faut que ça il y a une belle collaboration. Absolument, il faut le saluer. Et il faut que ça continue, qu'il y ait de la coordination et de la cohérence dans les décisions, éviter d'avoir des décisions disparates d'un pays à l'autre. Mais je voudrais attirer l'attention. Il est absolument nécessaire de faire en sorte que les ménages ne tombent pas dans la dèche. Il ne faut pas ajouter à la crise sanitaire et à la crise économique que nous allons vivre une crise sociale. Si c'est une crise sociale, c'est évidemment une situation explosive. Un mot là-dessus, et puis Maggie de Bloch, dès qu'on l'a... D'abord, il faut saluer la concertation sociale qui marche bien, mais il faut prévoir maintenant la sortie de crise. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prévoir beaucoup d'argent, c'est ce que vous nous avez dit. Prévoir la sortie de crise, c'est éviter qu'il y ait une seconde détonation, c'est-à-dire qu'au-delà de la crise maintenant de chômage, il y a un choc de pouvoir d'achat qui suit cette période de chômage. Donc c'est maintenant qu'il faut anticiper ces sorties de crise. Voilà. Est-ce que nous avons Maggie de Bloch, Nathan Squeres me le précise, nous l'avons. Bonjour Madame de Bloch, merci de nous rejoindre, ministre de la Santé pour l'Open VLD. Alors je reviens à une déclaration dont on a beaucoup parlé lors de cette émission. Vous dites dans le Zone d'Axe ce matin, Madame la Ministre, c'est la situation donc, de confinement durera encore 8 semaines, ce qui nous mène jusqu'à mai. Vous confirmez ces propos? On va être confiné jusqu'à mai? C'était la question, combien de temps est-ce que le virus va rester chez nous? Et moi, j'ai dit ça pourrait encore durer 8 semaines. Il y a 2 semaines que Marc Van Ranst a dit ça va durer 10 semaines. On nous dit que le virus va rester chez nous encore des semaines. C'est tout. Voilà. Moi, je ne parle pas des mesures de confinement. Je parle du risque d'avoir le coronavirus comme maladie ou d'être infecté sans symptômes qui va rester pendant 8 semaines. Merci de cette précision très utile. Cela étant dit, Emmanuel André, qui était assis à la place de M. Verteneuil il y a quelques instants, nous disait, lui, qu'il pensait que peut-être ce confinement durerait jusqu'en mai. C'est une crainte que vous avez, qu'il faudra tout de même faire durer ces mesures aussi longtemps, ou vous dites absolument pas, ce n'est pas le cas? Écoutez, nous évaluons la situation à chaque jour. À chaque jour, dans la conférence de presse, les scientifiques disent aussi qu'est-ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on sait déjà du comportement du virus. Moi, je propose de ne pas voir trop longtemps parce que ça pourrait être faux. Il faut ajuster les mesures selon que le virus se comporte, selon que ça nous permet de ou bien alléger ou bien renforcer. Merci beaucoup, Mme de Bloch. Il était évidemment extrêmement important de vous entendre. Vous avez été d'une clarté habituel en ce qui vous concerne. Un tout dernier mot, il ne nous reste que quelques secondes, je vous pose la question chaque semaine, c'est peut-être une question incongrue d'ailleurs, je prie de m'en excuser parce qu'on est vraiment dans une difficulté sociale. Les gens qui ont des actions aujourd'hui doivent les vendre, Monsieur Coleman? Toujours pas. Voilà, je le disais, il y a beaucoup d'entre nous qui ont beaucoup d'autres problèmes que cela. Vous avez une bonne collaboration, vous espérez continuer, vous allez écouter vraiment tout ce que disent les organisations syndicales. Il nous reste 10 secondes, Monsieur le ministre. Je tiens à le dire, nous avons une excellente collaboration avec les organes syndicaux et patronaux. Venant de ma part, ça n'est pas coutumier, donc je peux vous le confirmer que tout se passerait bien. Eh bien, c'est très bien. Merci à tous. Bon dimanche. Maggie de Bloch, effectivement, à nouveau, et Elio Di Rupo formeront le duo d'invités de Pascal Vrébos après le RTL Info 13h. Ils parleront virus, bien sûr. Pour les lancer, Nicolas Rimène et Sébastien Tonneau nous ont préparé l'épisode 1 de ce qui pourrait être une longue série, les Journées Corona, avec une figure qui émerge. Aujourd'hui, on vous propose de prendre un petit peu de recul et de revenir sur la semaine écoulée, une semaine marquée par l'avènement d'une première ministre. Voici donc les Journées Corona. On commence avec dimanche dernier et l'allocution de Sophie Wilmès. Peut-être que vous pensez que le coronavirus ne vous concerne pas. Ce n'est pas vrai. Personne n'est immunisé contre le coronavirus. Calme, posée, compréhensive, très éloignée du style de nos voisins français. Nous sommes en guerre. Et l'ennemi est là. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et c'est différent. Lundi, ça y est, nous avons un gouvernement. Enfin, presque. Le gouvernement en affaires courantes devient un gouvernement de plein exercice. Du coup, on a droit à la déclaration gouvernementale. Nous dépassons les querelles idéologiques stériles dans lesquelles nous nous sommes trop perdus ces derniers mois. Et il s'agit d'une déclaration historique, notamment parce que seulement une dizaine de personnes étaient présentes dans l'hémicycle. Mardi, même chose, le gouvernement prête serment et prend la photo qui restera certainement gravée dans les mémoires où chaque membre garde ses distances.
Oui, sauf que si on revient un petit peu en arrière, on remarquera que les distances, c'est plus trop ça. Personne n'est parfait. Jeudi, il y a un peu plus de monde pour débattre au Parlement. Tous les partis sont présents pour soutenir le gouvernement. Enfin, presque tous. Le Vlaams Belang, la NVA et le PTB ont décidé de ne pas accorder leur confiance. On veut vraiment être constructif, mais on reste vigilant, donc on ne va pas donner une confiance aveugle. Oui, peut-être ces partis ont-ils confondu le fait de prendre des distances physiques et le fait de prendre des distances politiques. Alors en cette période bien particulière, on peut le dire, notre Première ministre sort son épingle du jeu avec une communication maîtrisée. Il est loin le temps où les journalistes se demandaient de qui il s'agissait. Élu du Roupeau, Sophie Wilmès, une nouvelle coqueluche politique, c'est mérité? Je pense qu'elle fait de l'excellent travail en réunissant les ministres-présidents, les différents ministres, pour avoir une coordination sur l'ensemble du pays. Nous sommes un pays avec des régions, des communautés, un État fédéral. Ça aurait pu être la cacophonie, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des mesures qui ont été prises, valables pour la Flandre, pour Bruxelles et pour la Wallonie. Oui, Maggie de Bloch, vous êtes avec nous depuis chez vous, je pense. Un petit mot sur Sophie Wilmès? Ouais, je trouve qu'elle a une tâche très difficile et qu'elle travaille comme chaque Premier ministre que j'ai connu, qu'elle travaille à chaque jour, à chaque minute. Voilà, un tsunami viral qu'on n'attendait pas après la Chine, une Europe au centre de la pandémie. Est-on prêt pour le choc viral? À tout de suite. Merci Pascal et merci infiniment à tous de chaque côté de l'écran. Vous pouvez revoir cette émission dès 21h45 sur le RTL, en permanence sur RTL Play. Et bien évidemment, ce n'est pas tous les jours dimanche, surtout quand le printemps commence. À la semaine prochaine.